Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, on va commencer dans une minute. J'espère que vous allez bien. Je vais désactiver mon portable. Donc, on va attendre quelques instants pour que vos camarades nous rejoignent. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, s'il vous plaît, après avoir étudié donc, au premier trimestre et au deuxième trimestre donc, les opérations pharmaceutiques, vous avez vu ensuite donc, les préparations pharmaceutiques conventionnelles. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc, ce sont les formes nouvelles. Lorsqu'on parle de formes nouvelles, il faut savoir qu'ils sont partagés en deux. Donc, vous avez d'une part les formes à libération contrôlée et d'autre part donc les formes vectorisées. Lorsqu'on veut protéger un malade par une action thérapeutique constante du médicament, on essaie généralement de maintenir la concentration sanguine en principe actif au-dessus du seuil d'efficacité. Il ne sera plus question alors d'absorber une dose unique de médicament. Le malade donc absorbera une nouvelle dose à intervalles de temps réguliers. Le problème qui va se poser, c'est que si on attend que la dose précédente soit totalement éliminée pour en administrer une nouvelle, les concentrations sanguines redescendront régulièrement en dessous du seuil d'efficacité. Et on observera donc des échecs thérapeutiques. Donc, si vous avez, supposons, un malade qui a mal à la tête, donc on va lui prescrire, supposons, on va lui donner du paracétamol. Donc, lorsqu'il va prendre son comprimé de paracétamol, donc là, il y aura pénétration donc, de liquide à l'intérieur du comprimé. Il y aura augmentation de volume donc, de ce comprimé au niveau de l'estomac. Il y aura désintégration de ce comprimé. Ensuite, le comprimé va nous restituer le principe actif. Donc, on va se retrouver avec l'étape de dissolution. Donc, après cette dissolution, on va parler de résorption donc, sanguine. Donc, il y aura passage du principe actif donc, au niveau du sang. Et donc, la concentration en principe actif, elle va se retrouver entre la zone d'efficacité, c'est le seuil d'action donc, thérapeutique, et la zone de toxicité. Maintenant, si l'on attend que cette dose soit totalement éliminée pour en administrer une nouvelle dose, ce qui va se poser, c'est qu'on se retrouve généralement par des échecs, on va retrouver donc des échecs thérapeutiques, voire des à-coups donc thérapeutiques. Et donc, pour éviter ces échecs-là, donc qu'est-ce qu'on fait? On doit adapter la posologie. Donc, avant que la concentration sanguine ne redescende en dessous du seuil d'efficacité, on doit administrer une nouvelle dose au malade. Donc, on doit administrer une nouvelle dose au malade de telle sorte que la concentration soit toujours comprise entre
la zone d'efficacité et la zone de toxicité. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de pouvoir utiliser donc, les formes à libération contrôlée ou les formes à libération modulée. Donc, avec une forme à libération contrôlée ou une forme à libération modulée, donc après résorption par la circulation sanguine, donc la concentration elle va se maintenir de façon constante sur une longue période. Ça peut aller jusqu'à quelques années, donc de quelques heures jusqu'à quelques années. Donc, pour éviter ces prises répétées de médicaments, on peut avoir recours, donc soit à ralentir donc, la vitesse d'absorption, en diminuant donc, la vitesse de dissolution, ou en diminuant donc, la vitesse de libération du principe actif hors de sa forme pharmaceutique. Le premier point, c'est-à-dire que lorsqu'on diminue la vitesse de dissolution du principe actif, cela sous-entend qu'on va, on va jouer sur les caractéristiques physico-chimiques du principe actif. Donc, c'est beaucoup plus du ressort du chimiste. Donc, nous, en pharmacie galinique, on opte pour la deuxième solution, c'est la diminution de la vitesse de libération du principe actif hors de sa forme pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on va incorporer le principe actif dans une forme pharmaceutique, bien sûr, adéquate, et c'est cette forme pharmaceutique, c'est cette forme galinique-là qui va contrôler la libération du principe actif. En contrôlant la libération du principe actif, on va contrôler donc son absorption et donc son maintien au niveau de la concentration sanguine pendant de longues périodes. Bien sûr, ces formes à libération contrôlées ou modulées donc, présentent quelques avantages, mais présentent aussi donc, quelques inconvénients. Présentent aussi quelques inconvénients. Pour les avantages, donc le premier avantage, c'est la simplification de la posologie, donc par diminution des prises quotidiennes, donc confort pour le malade, commodité pour le personnel soignant et diminution des risques d'erreur ou d'oubli. C'est-à-dire que le malade ne pourra en aucun cas oublier de prendre son médicament. Si votre malade donc, absorbe 3, 4, voire 4 comprimés par jour, s'il est dans l'obligation d'absorber donc 3 à 4 médicaments différents, il pourra toujours oublier s'il a pris un produit ou non. Maintenant, avec les formes à libération contrôlée, il va prendre un seul comprimé, voire 2 au maximum. Et donc, ça sera beaucoup plus un avantage pour lui. Deuxième avantage, donc, c'est le traitement en continu, étalé sur tout le nictémère, c'est-à-dire sur les 24 heures. On évite ainsi donc, la nécessité de prise nocturne. Votre malade ne sera plus obligé donc, de se réveiller à 3 heures du matin, voire 4 heures du matin pour prendre son médicament. Troisième avantage, c'est l'introduction lente et constante dans l'organisme, évitant bien sûr les pics et vallées, les courbes plasmatiques qui entraînent des à-coups thérapeutiques. Donc, introduction lente et constante, avec une forme à libération contrôlée. Le système à libération contrôlée ne va pas se désagréger, donc il va libérer le principe actif de façon constante, ce qui va nous éviter donc, les pics qui entraînent donc des à-coups thérapeutiques. Qui entraînent des à-coups thérapeutiques, c'est-à-dire où la concentration en principe actif risque d'augmenter en dessus du seuil de toxicité. Quatrième avantage, c'est la diminution donc, ou suppression d'effets secondaires provoqués par la libération rapide d'une forte dose, induisant bien sûr une forte dose de principe actif ou bien un pic plasmatique élevé. Donc ça rejoint un peu le troisième avantage. Donc c'est un peu, ça va dans le même sens que le deuxième avantage. Et enfin, donc dernier avantage, c'est l'efficacité supérieure, car on va se retrouver avec une prolongation donc, des taux efficaces pour les principes actifs à temps de demi-vie courte inférieure généralement à 6 heures. De plus, donc, économie de médicaments, car il n'est pas nécessaire donc, d'augmenter les doses pour obtenir donc, des taux élevés qui vont se prolonger donc, plus longtemps. Donc, on va
on va économiser donc les concentrations de principes actifs dans l'organisme et qu'on va bien sûr incorporer donc la forme pharmaceutique. Donc ça, c'est les avantages des formes à libération contrôlée. Bien sûr, comme toutes les formes, ces systèmes-là ont quelques inconvénients. Ils ont quelques inconvénients. On va essayer de les énumérer, donc inconvénient par inconvénient. Je ne sais pas pourquoi il s'est bloqué. Les inconvénients, donc des formes à libération contrôlée. Donc, premier inconvénient, c'est qu'il y a un risque d'accumulation du principe actif, bien sûr, dans l'organisme, si la vitesse d'élimination est lente et s'il faut maintenir le médicament dans l'organisme 24 heures sur 24. Donc, il y a risque d'accumulation si la vitesse d'élimination est lente et s'il faut maintenir le médicament dans l'organisme 24 heures sur 24. Donc, idéalement, donc le cas idéal, c'est que le principe actif pénètre dans l'organisme à une vitesse au moins égale à sa vitesse d'élimination. C'est-à-dire que si la vitesse d'élimination elle est faible par rapport à la vitesse de pénétration du principe actif dans l'organisme, on va se retrouver avec une concentration beaucoup plus importante et la concentration en principe actif, elle va dépasser la zone de toxicité. Donc on va se retrouver avec une intoxication. Donc risque d'accumulation si la vitesse d'élimination est lente et s'il faut maintenir bien sûr le médicament dans l'organisme 24 heures sur 24. Deuxième inconvénient, c'est la difficulté d'éliminer le médicament rapidement en cas d'intoxication grave ou d'intolérance. Imaginez que vous avez administré, bien que le malade a avalé une forme à libération contrôlée, sous forme de comprimé, et ben, s'il y a une intoxication, le malade il est dans l'obligation donc de passer par la case urgence, donc il va aller au niveau d'une structure hospitalière pour lui faire donc un lavage gastrique. Donc difficulté d'éliminer le médicament rapidement en cas d'intoxication bien sûr grave et d'intolérance. Troisième inconvénient, c'est le manque de reproductibilité ou de régularité de la réponse thérapeutique selon la vitesse de vidange de l'estomac. Donc en fonction de la vitesse de vidange de l'estomac de chaque individu, il y a un manque donc de reproductibilité, de régularité, bien sûr, de l'absorption de la concentration sanguine pour chaque patient. Pour chaque patient, donc le médicament, il pourra être éliminé tel quel bah, s'il est, s'il est, s'il est vidangé, c'est-à-dire si l'estomac est vidangé. Donc ça, c'est le troisième inconvénient. Enfin, le dernier inconvénient, c'est la modification du schéma de libération lorsque la forme n'est pas avalée entière, mais cassée, écrasée ou mastiquée, avec un risque de surdosage dangereux si le principe actif, eh bien si le produit, si le principe actif est très actif. Donc, modification du schéma de libération lorsque la forme n'est pas avalée entière, mais cassée, écrasée ou mastiquée. C'est-à-dire que lorsqu'on administre une forme à libération contrôlée à un malade, il ne faut pas oublier que avec les formes à libération contrôlée, nous sommes dans l'obligation d'incorporer de grandes quantités de principes actifs, Maintenant, si le produit il est écrasé, s'il est mastiqué, donc il y aura une libération importante de principes actifs, ce qui va provoquer une intoxication donc, du malade. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si le son. Très bien. S'il vous plaît, je ne sais pas si je vais vite ou non, c'est-à-dire que nous avons uniquement 1h30 euh, pour terminer donc, ce cours-là. Et pour ce qui est des questions, je vous attends sur le groupe. C'est-à-dire que je vais vous ouvrir une page sur le groupe. Vous pouvez poser donc toutes vos questions et on va essayer donc de répondre à toutes les questions. Comme ça nous permettra donc de laisser une trace pour vos camarades qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Lorsqu'on fabrique un système polymérique donc à libération contrôlée, le système polymérique donc va dire bien sous-entend qu'on va utiliser un excipient donc particulier
Et cet excipient, on va l'appeler polymère. Donc, lorsqu'on fabrique des systèmes à libération contrôlée, on se base toujours donc, sur l'utilisation des polymères. Et ces polymères, donc, ils présentent un certain nombre, donc, ils doivent présenter un certain nombre de propriétés. Et je les ai énumérées donc, en 3 points. Donc, le polymère doit être, ou bien doit présenter certaines caractéristiques de libération en relation avec les propriétés, bien sûr, physico-chimiques du principe actif. Donc, on doit choisir le polymère qui va avec les propriétés physico-chimiques du principe actif, donc compatible avec les propriétés physico-chimiques du principe actif. Comme ça, il va nous permettre donc, de moduler la libération du principe actif donc, à partir de la forme pharmaceutique que nous allons fabriquer. Donc ça, c'est la première propriété. Donc, deuxième propriété, c'est que votre polymère, donc, il doit posséder une résistance mécanique suffisante pour permettre, d'une part, l'administration de la forme médicamenteuse, mais aussi le maintien de sa relative intégrité au cours du traitement. On vient de voir précédemment donc, dans les inconvénients que la forme pharmaceutique, donc la forme à libération contrôlée doit être absorbée entière et que si elle est mastiquée, si elle est écrasée, le problème qui va se passer, qui va se poser, c'est qu'on va se retrouver avec une libération très importante en principe actif, une libération de la totalité du principe actif. Et comme on a incorporé une grande quantité de principe actif dans la forme pharmaceutique, donc on va se retrouver avec une intoxication. On se retrouvera avec une concentration sanguine qui va dépasser la zone de toxicité. Et donc, dans ce cas-là, le polymère qui doit être utilisé doit posséder une résistance mécanique suffisante donc pour permettre l'administration de la forme médicamenteuse, mais aussi le maintien de sa relative intégrité au cours du traitement. Dernière propriété donc, en ce qui concerne les polymères, c'est que le polymère doit être compatible, bien sûr, avec l'organisme. Il doit être compatible avec l'organisme, c'est-à-dire qu'il doit être inerte. Généralement, un polymère, c'est un excipient. Et les excipients sont des produits qui sont inertes. Donc, inertes vis-à-vis du matériau de conditionnement, inertes vis-à-vis donc inerte vis-à-vis des matériaux de conditionnement, inerte vis-à-vis du principe actif. Euh, il y a une question, monsieur, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre libération contrôlée et prolongée? Je vais essayer de répondre au niveau du, au niveau du groupe. Poser cette question au niveau du groupe, on aura plus de temps. On aura plus de temps donc à y répondre. Mais lorsqu'on parle de libération contrôlée, c'est beaucoup plus contrôlé ou modulé. On contrôle la libération du principe actif, on module la libération du principe actif. C'est-à-dire que, imaginez, je fabrique un médicament, il vous dit voilà, ce médicament, bien cette forme à libération contrôlée, elle va vous libérer le principe actif, elle va libérer le principe actif avec un débit pratiquement de 0,05, supposons, milligrammes par minute. 0,05 mg par minute, supposons. Donc, on contrôle la libération du principe actif. Et en contrôlant la libération du principe actif, on va contrôler son absorption. On va contrôler son absorption. Donc, après avoir énuméré les propriétés donc, des polymères qui sont utilisés pour la fabrication donc, des formes à libération contrôlée ou modulée, beaucoup plus, c'est les deux termes les plus adéquats, contrôler, moduler. Euh, on va voir, donc, on va essayer de classer, donc, les différents polymères qui existent et qui peuvent être utilisés. Donc, en termes de classification, il faut savoir qu'on peut utiliser 3 types de polymères. Vous avez les polymères hydrophobes, vous avez les polymères hydrophiles, mais vous avez aussi les polymères biodégradables. Eh ben, en fonction du polymère, on va obtenir une forme à libération contrôlée, qui est différente, bien sûr, qui est différente de l'autre. Donc, les premiers types de polymères, c'est-à-dire ceux qui sont hydrophobes, ils se caractérisent donc bien sûr par leur mauvaise mouillabilité. Il y a une mauvaise mouillabilité. La mouillabilité, vous en avez entendu parler lorsque vous avez fait donc le cours sur les émulsions, voire le cours sur les suspensions. Donc, vous avez deux produits qui sont de nature
différentes. Un produit hydrophobe, donc un polymère hydrophobe, lequel donc, vous allez utiliser donc, pour fabriquer votre forme à libération contrôlée. Lorsque vous allez avaler, donc, supposons ce comprimé-là, il va se retrouver donc, au niveau stomacal. Donc, c'est un milieu qui est hydrophile. Un milieu qui est hydrophile. Donc, la différence qui se trouve donc, entre les deux milieux, comprimé et milieu donc, stomacal, va se caractériser donc, par une mauvaise mouillabilité. Donc, qui dit mauvaise mouillabilité va dire difficulté, difficulté de pénétration du liquide à l'intérieur, donc à l'intérieur du comprimé. Donc, les polymères hydrophobes se caractérisent par leur mauvaise mouillabilité. Cependant, ils sont très inertes chimiquement et leur lipophilie donc, les rend aptes à solubiliser, bien sûr, certains principes actifs. Donc, ce sont des polymères qui sont lipophiles. Donc, ils sont très inertes chimiquement et leur lipophilie les rend aptes à solubiliser certains principes actifs. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'exemples. Contentez-vous donc de l'éthylcellulose. L'éthylcellulose qui est un produit donc, inerte, très inerte chimiquement, mais c'est un produit qui est hydrophobe. C'est un produit qui est hydrophobe et inerte chimiquement. Bien sûr, les autres types doivent aussi être inertes chimiquement, inertes vis-à-vis de l'organisme, inertes vis-à-vis de matériaux de conditionnement, et inertes vis-à-vis des principes actifs. Il n'y a pas que les polymères hydrophobes qui sont inertes. Le deuxième type de polymères qu'on peut utiliser, ce sont les polymères hydrophiles. Donc les premiers, ce sont les polymères hydrophobes. Les seconds, ce sont des polymères hydrophiles. Et ces polymères hydrophiles, ce sont des polymères qui sont réticulés. Ce sont des polymères réticulés à gonflement limité. C'est-à-dire qu'ils vont gonfler, mais ils ne vont pas gonfler énormément. Ils gonflent, mais ils ne vont pas gonfler énormément. Donc, une fois imbibés, il faut des hydrogels. Une fois imbibé, c'est-à-dire que lorsque vous avez fabriqué supposons on va fabriquer un comprimé à partir de polymères hydrophiles, et lorsqu'on va avaler donc ce comprimé-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura pénétration de l'eau donc à l'intérieur du comprimé, donc le polymère va s'imbiber, et donc une fois imbibé, il va former des hydrogels. Et le principe actif, pour qu'il se retrouve donc au niveau de la circulation sanguine, il est dans l'obligation donc de traverser donc cette barrière de gel, donc ce gel qui est provoqué donc par le polymère hydrophile. Donc il va diffuser à travers le polymère. Et parmi les polymères hydrophiles qu'on peut utiliser, vous avez l'HPMC, l'hydroxypropylméthylcellulose. L'HPMC, donc hydroxypropylméthylcellulose, qui existe donc qui existe en une grande variété. Chaque variété est différente de l'autre par son degré de polymérisation. Par son degré de polymérisation. Donc, il existe une panoplie d'HPMC qui ne se différencient que par leur degré donc de polymérisation. Le troisième type de polymère qui peut être utilisé, ce sont les polymères biodégradables. Donc, ce sont les polymères biodégradables. Ces polymères biodégradables, ils sont résorbables. Ils sont capables d'être scindés chimiquement et finalement d'être excrétés par les voies habituelles. Donc, ces polymères, généralement biodégradables, ils voient leur intérêt en implantologie, c'est-à-dire que lorsque vous voulez fabriquer des comprimés sous forme d'implants, supposons un système polymérique à libération contrôlée sous forme d'implant, ça serait beaucoup plus intéressant d'utiliser un système biodégradable. Pourquoi? Parce que l'implant, pour pouvoir donc l'administrer donc à un malade, on est dans l'obligation de passer par la case chirurgien, donc par le chirurgien qui va supposons il va placer l'implant au niveau du bras ou de l'avant-bras du patient ou bien au niveau de la cuisse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inciser donc, la partie où il va placer donc, le comprimé. Ensuite, il va recoudre. Et lorsque le principe actif arrive à épuisement, c'est-à-dire qu'avec les implants, bien l'implant il peut libérer son contenu sur une période qui peut aller
jusqu'à une année, voire 2 années. Donc, pour un malade chronique, ça serait intéressant donc, lui administrer donc, un implant, de lui placer un implant. Et maintenant, lorsque le principe actif arrive donc, à épuisement, à épuisement, donc si vous avez utilisé un polymère biodégradable, vous ne serez plus dans l'obligation de passer par le chirurgien pour enlever le résidu, bien les résidus de médicaments. De médicaments. Ben, si vous utilisez un autre polymère, vous serez dans l'obligation d'y passer. Maintenant, comme polymère, on peut utiliser comme excipient, donc on peut utiliser des polymères donc de l'acide lactique et de l'acide glycolique. Donc, comme polymère biodégradable, on peut utiliser donc des polymères de l'acide lactique et de l'acide glycolique. Donc ça, c'est concernant la classification donc, des polymères qui peuvent être utilisés dans la fabrication euh, des formes à libération contrôlée ou modulée. Maintenant, ce qu'on va voir, on va parler de la classification proprement dite des systèmes polymériques à libération contrôlée. Pourquoi système? Parce que c'est réellement, ce sont des systèmes qui sont sophistiqués, qui sont plus ou moins sophistiqués, même s'ils vont prendre, supposons, la forme comprimée ou bien la forme, supposons, d'un TTS, système thérapeutique transdermique, etc. Donc, ils peuvent être administrés par différentes voies d'administration. Et donc, qui dit voie d'administration va dire forme différente, mais ce sont des systèmes plus ou moins complexes qui sont destinés donc à libérer et à contrôler la libération du principe actif. Et en contrôlant la libération du principe actif hors de la forme, hors de ce système que vous avez fabriqué, donc vous allez contrôler l'absorption, la vitesse d'absorption du principe actif, bien sûr. Et donc, la classification donc, que je vous ai donnée, je vais vous donner une seule classification, on va pas je ne vais pas vous compliquer un peu la tâche. Donc, vous avez la classification qui se fait selon la libération du principe actif. Donc, cette classification, on retrouve au niveau de cette classification donc, des systèmes à diffusion contrôlée. Vous avez aussi des systèmes chimiquement contrôlés. Vous avez des systèmes activés par pénétration de solvants. Et enfin, vous avez des systèmes activés par les ondes magnétiques ou ultrasoniques. On va essayer d'étudier donc ces systèmes système par système. Et donc, pour les premiers systèmes à diffusion contrôlée, ils sont partagés en deux. Vous avez les systèmes réservoirs et les systèmes matriciels. Les systèmes réservoirs et les systèmes matriciels, on les retrouve en vente. On les retrouve en vente, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale. Les systèmes matriciels sont beaucoup plus fréquents, on va dire ici en Algérie, que les systèmes réservoirs. Même au niveau planétaire, les systèmes matriciels sont beaucoup plus fréquents que les systèmes réservoirs. Ils sont plus simples donc à fabriquer. Vous avez aussi donc les systèmes chimiquement contrôlés, dans lesquels on trouve les systèmes biodégradables et les systèmes à chaîne greffée. On a aussi donc les systèmes activés par pénétration de solvants, qui englobent donc les systèmes gonflants et les systèmes à gonflement contrôlé, ainsi que les systèmes contrôlés par pression osmotique. Et enfin, nous avons donc les systèmes activés par les ondes magnétiques ou ultrasoniques. Donc, le premier type de système que nous allons voir, premier type de système, il concerne les systèmes réservoirs. Donc, c'est des systèmes à diffusion contrôlée. Donc, ça appartient au système à diffusion contrôlée. Donc, dans les systèmes réservoirs, donc le principe actif est entouré par un film de polymère, gonflant ou non gonflant. Il peut s'y trouver à l'état solide. Donc, le principe actif peut se trouver à l'état solide. Il peut se trouver en solution ou en suspension concentrée. Donc, vous avez le choix. On peut le retrouver donc à l'état solide, c'est-à-dire sous forme pulvérisante. On peut le trouver en solution. Et on peut le retrouver donc en suspension concentrée, dans un réservoir. Ou encore mélangé, bien sûr, à d'autres excipients solides. On peut le retrouver mélangé à d'autres solutions solides. Et c'est la structure de la membrane polymérique qui va contrôler la libération du principe actif hors de sa forme pharmaceutique. Donc, dans le système réservoir, le principe actif est entouré par un fil
de polymères gonflants ou non gonflants. Et imaginez que vous allez fabriquer un comprimé. Enfin, imaginez qu'on fabrique, supposons, un comprimé conventionnel, un comprimé nu. Donc, pour fabriquer votre comprimé, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un principe actif, c'est tout à fait normal. Le problème, la particularité, donc, au niveau euh, des formes, bien des systèmes à libération contrôlée par rapport au système, par rapport aux formes conventionnelles, c'est que nous allons incorporer une grande quantité de principes actifs dans ce système-là, dans le système réservoir, ou dans la matrice, ou dans n'importe quel système, n'importe quel système à diffusion contrôlée, ou bien à libération beaucoup plus, à libération contrôlée. Donc la quantité de principes actifs, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a dit précédemment, c'est que le malade ne va plus absorber plusieurs doses de médicaments conventionnels. Dans le cas d'un médicament conventionnel, il va absorber, supposons, 1 à 2 comprimés pour les systèmes à libération contrôlée et qui vont permettre de libérer le principe actif supposons, sur 24 heures. Imaginez que le son est faible. Et maintenant, vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Oui, très bien. Donc, je vais essayer de me rapprocher au maximum du... Et maintenant, ça reste faible? Louche. Faible toujours? Maintenant? Et maintenant, ça reste faible? Ben, je me suis rapproché au maximum. Hein. Ça va. Donc, il y a des étudiants. C'est bon? Ça va. Donc, il y a des étudiants. Il y a ceux pour lesquels donc ça va. Il y a ceux. Donc, je me rapproche au maximum. Très bien. Donc, je vous ai dit que la particularité des systèmes polymériques à libération contrôlée par rapport à une forme conventionnelle, c'est qu'on va incorporer une grande quantité de principes actifs. Et cette quantité-là, elle va être libérée sur une longue période, qui peut aller de 12 heures jusqu'à quelques années. Hein, de 12 heures jusqu'à quelques années. Tout va dépendre du système que vous allez fabriquer. Donc, imaginez que vous allez fabriquer un réservoir à partir sous forme donc de comprimé, un réservoir sous forme de comprimé. Et pour fabriquer votre comprimé, donc vous avez besoin d'un principe actif et de quelques excipients. Un principe actif et de quelques excipients. Et parmi les excipients que vous allez utiliser, donc vous pourrez utiliser des liants, vous pouvez utiliser des lubrifiants, vous pouvez utiliser des désintégrants. Ben, les désintégrants, on ne pourra en aucun cas les utiliser dans le cadre des systèmes à libération contrôlée. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un désintégrant parce que le problème, si vous utilisez un désintégrant dans le cadre de la fabrication d'un comprimé sous forme, supposons, euh, d'un système donc réservoir, le problème, c'est qu'il va survenir lorsque vous allez avaler ce comprimé-là, c'est que le désintégrant, comme son nom l'indique, il va permettre la désintégration de votre comprimé. Et s'il y a désintégration, on va se retrouver avec une libération accrue du principe actif. Et qui dit libération accrue du principe actif, cela sous-entend que on va se retrouver avec une concentration sanguine qui va dépasser la zone de toxicité. Donc, on va se retrouver avec une intoxication. Donc, on a dit que le système à libération contrôlée doit rester intact tout au long de la libération du principe actif. Donc, on peut utiliser des liants, on peut utiliser un diluant, mais on ne pourra en aucun cas utiliser un désintégrant. Donc, vous avez fabriqué votre comprimé nu, dans lequel donc, il y a une grande quantité de principes actifs. Donc, si vous allez avaler ce comprimé-là, tel qu'il est, tel qu'il a été fabriqué, bah, il va vous libérer la quantité de principes actifs en un minimum de temps. Bah, c'est toujours une forme conventionnelle. Et donc, pour que notre comprimé puisse suivre la définition d'un système réservoir, on est dans l'obligation donc d'entourer, bien d'enrober
ce comprimé-là, on va l'enrober avec quoi? Avec un polymère, avec un film. On va réaliser un enrobage par film, donc avec un polymère. On enrobe avec un polymère. Donc l'enrobage doit être effectué, je reviens, l'enrobage doit être effectué par un polymère. Et c'est la membrane polymérique, c'est cette membrane polymérique-là, c'est elle qui va contrôler la libération du principe actif. Donc, pour qu'il y ait passage du principe actif hors de la forme pharmaceutique, imaginez que vous avez avalé votre système réservoir, donc il faut qu'il y ait pénétration donc, du liquide, du milieu stomacal, vers l'intérieur du comprimé. Mais après cette pénétration, qu'est-ce qui va se passer après cette pénétration? Il y aura une libération, donc il y aura diffusion du principe actif hors de sa forme pharmaceutique. Donc le principe actif, il va diffuser du comprimé vers le milieu extérieur. Donc en passant par quoi? En passant par la membrane polymérique. Et donc c'est cette membrane polymérique qui va contrôler et qui va moduler la libération du principe actif. Maintenant, la question qui va se poser, quel type de polymère on peut utiliser? Quel type de polymère on peut utiliser pour la fabrication de ces systèmes réservoirs? J'attends une réponse. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de systèmes à libération contrôlée, on a dit que pour fabriquer ces systèmes à libération contrôlée, on doit utiliser donc des polymères. Ce sont ces polymères qui vont contrôler la libération du principe actif et qui vont moduler la libération du principe actif hors de sa forme pharmaceutique, avec bien sûr un débit précis, le débit que vous avez décidé. Euh, Maintenant, au niveau de la classification des polymères, on a dit aussi que ces polymères, qu'on pouvait utiliser des polymères hydrophobes, on pouvait utiliser des polymères hydrophiles, et on pouvait aussi utiliser des polymères biodégradables. Maintenant, la question que je vous pose, quel type de polymère vous pouvez utiliser pour la fabrication de ces systèmes-là? Est-ce que vous allez utiliser un polymère hydrophile? Est-ce que vous allez utiliser un polymère hydrophobe ou un polymère biodégradable? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez. D'accord, donc il y a une réponse. Roselyne, vous me dites qu'on peut utiliser un polymère hydrophile. Les autres, biodégradables. Roselyne, hydrophile. Nour, biodégradable. Un troisième, hydrophobe. J'ai les trois réponses. Je vais essayer de tâtonner. Hydrophile, biodégradable et hydrophobe. L'HPMC, très bien. HPMC, donc c'est hydrophile. L'HPMC, c'est l'hydrophile. Donc hydrophile, troisième hydrophile. Ça va, la hyper, camel hydrophile pratiquement. Et imaginez maintenant, on va supposer qu'on va utiliser un polymère hydrophile. On va supposer qu'on va utiliser un polymère hydrophile. Donc vous avez fabriqué votre comprimé et vous l'avez enrobé par un polymère hydrophile. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer lorsque votre malade va absorber? Qu'est-ce qui va se passer lorsque votre malade va absorber son comprimé? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le malade absorbe le comprimé? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas réellement un problème de mouillabilité. C'est-à-dire que si vous utilisez un polymère hydrophile, il n'y aura pas de problème de mouillabilité. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on utilise un polymère hydrophile? Et bien tout simplement, il va se désagréger. Le polymère hydrophile va se désagréger. Le polymère hydrophile va se désagréger. Et lorsqu'il y a une désagrégation du polymère hydrophile, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a désagrégation du polymère, parce que le polymère, il va se dissoudre, il va se solubiliser dans le milieu stomacal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura libération du principe actif. Et donc, comment? On va se retrouver avec une libération très, très importante de principe actif. On va se retrouver avec une libération très importante du principe actif. Et donc, Roselyne, oui, avec un problème de surdosage. Avec un problème de surdosage, euh, et on va se retrouver avec une intoxication. Et donc, on va écarter avec une toxicité, oui. Oui, avec une toxicité. Donc, on va essayer donc de ne
pas utiliser les systèmes ou bien les polymères hydrophiles ou bien les polymères biodégradables. Parce qu'avec même les polymères biodégradables, on essaie de les éviter dans le cas de la fabrication d'un système réservoir. Donc le, le, les seuls pratiquement qu'on va utiliser, ce sont les polymères hydrophiles. Ce sont les polymères hydrophiles. Oui, mais le gonflement, tellement la couche, il ne faut pas oublier que, vous me dites, Nesrine, vous me dites qu'il va former un gel à gonflement limité. Mais il ne faut pas oublier que c'est une membrane polymérique. Donc, une membrane polymérique, c'est quelques microns. Hein. Son épaisseur est de l'ordre de quelques microns. Euh, c'est ça. C'est quelques microns. C'est un film polymérique. Donc, c'est une membrane polymérique. C'est une membrane polymérique de quelques microns. Donc, elle va se désagréger donc rapidement. Elle va se désagréger rapidement. Et donc, ça va nous permettre une libération rapide. Ça va permettre une libération rapide du principe actif. Donc, le polymère hydrophile, on va l'utiliser beaucoup plus lorsqu'on parle de système matriciel, parce qu'on va l'utiliser en grande quantité. En grande quantité, lorsqu'on va aborder un peu tout à l'heure la matrice, donc après les systèmes réservoirs, on va parler de matrice, on va dire, vous allez voir que ces systèmes ou bien ces polymères hydrophiles, ils voient leur intérêt dans ces systèmes-là. Pour les biodégradables, c'est la même chose. Hein. Les biodégradables, c'est la même chose. Lorsque vous avez une petite couche donc, de polymère biodégradable, elle va être scindée, elle pourra être scindée chimiquement, donc rapidement. Et donc, lorsqu'elle est scindée euh, rapidement, donc elle va se désagréger. En se désagrégeant, on va se retrouver avec une libération rapide du principe actif. On se retrouve avec une libération rapide du principe actif. Donc, on va aller directement vers l'intoxication. Donc, ça, c'est les premiers systèmes. Donc, ce sont des systèmes à diffusion contrôlée. C'est les systèmes donc réservoirs. Donc, réservoir, c'est on va enrober donc le principe actif avec bien sûr d'autres excipients. On va l'enrober avec un polymère et c'est la membrane polymérique qui va contrôler la libération du principe actif. Comment se fait maintenant la libération du principe actif? Comment se fait la libération du principe actif à partir de la membrane polymérique? Ici, vous avez la membrane polymérique qui est schématisée au milieu. Donc, dans le côté gauche de votre écran, donc c'est la partie du comprimé qui renferme donc le principe actif, Donc, c'est un milieu qui est très concentré en termes de principe actif. Et la partie qui est à droite, donc, c'est le milieu extérieur, c'est le milieu externe dilué. Donc, lorsque vous absorbez, supposons, un système réservoir sous forme de comprimé, euh, il va se retrouver donc au niveau de l'estomac. Donc, le comprimé à l'intérieur, il est très concentré en principe actif. Et le milieu externe, donc le milieu stomacal, il est dilué en principe actif. Et donc, pour qu'il y ait diffusion du principe actif, pour qu'il y ait libération du principe actif du milieu interne vers le milieu externe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait pénétration du liquide du milieu externe, c'est-à-dire du milieu stomacal, à travers, bien sûr, la membrane, vers le milieu interne. Donc, il y aura pénétration du liquide, il y aura dissolution du principe actif. Si vous avez utilisé un principe actif sous forme de poudre, donc on va se retrouver avec une dissolution du principe actif. Et à partir du moment où le principe actif il est dissous, donc il va passer dans le milieu externe, dans le milieu dilué, dans le milieu externe, à travers la membrane polymérique. Donc le principe actif, il va traverser la membrane polymérique qui entoure donc le réservoir par le procédé dit de dissolution-diffusion. Donc dissolution dans un premier temps, dissolution du principe actif. Puis diffusion à travers quoi? À travers la membrane polymérique. Donc il se dissout dans la structure membranaire, puis diffuse le long et entre les segments macromoléculaires du polymère. Donc il va diffuser et il va se dissoudre dans la structure membranaire, donc de la membrane polymérique,
puis il va diffuser le long et entre les segments macromoléculaires donc, du polymère. Pour se retrouver, bien sûr, dans le milieu extérieur, dans les milieux externes, c'est-à-dire au niveau stomacal. Donc la diffusion dans la membrane est l'étape limitante qui contrôle la libération, qui contrôle bien sûr la libération du principe actif et donc qui contrôle la vitesse de libération, qui va contrôler donc la vitesse de libération du principe actif. Et donc cette diffusion-là, elle est gouvernée par la première loi de Fick, par la première loi de Fick que vous avez déjà vue lorsque on vous a dispensé donc le cours en biophysique. On vous a dispensé ce cours en biophysique en deuxième année. En deuxième année, euh, lorsque vous avez fait la biophysique, donc vous avez entendu parler de la loi de Fick, de la première loi de Fick. Donc la diffusion dans la membrane est l'étape limitant, contrôlant la vitesse de libération. Donc, elle est gouvernée par la loi de Fick. Donc, il y a un certain nombre de modèles mathématiques, ou bien il y a un modèle mathématique, je vous donne un modèle mathématique qui va vous permettre de mieux comprendre donc, cette vitesse de diffusion. Donc, le flux du principe actif, le flux, donc la vitesse donc le flux, donc la quantité libérée, elle est fonction de quoi? Elle est fonction du coefficient de diffusibilité ou bien de diffusion du principe actif dans la membrane, donc du soluté, c'est-à-dire du principe actif dans la membrane, multiplié par la différence de concentration du principe actif de part et d'autre de la membrane. C'est ce qu'on appelle le gradient de concentration. Donc, souvenez-vous un peu de votre cours de biophysique. Donc, c'est le gradient de concentration sur l'épaisseur de la membrane. Et donc, le flux, il est directement proportionnel au coefficient de diffusibilité. Il est directement proportionnel, il est proportionnel à la différence de concentration, donc de part et d'autre, la concentration du principe actif de part et d'autre de la membrane. Il est inversement proportionnel à quoi? Il est inversement proportionnel donc à l'épaisseur de la membrane. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter la vitesse de libération, on va dire, si vous voulez augmenter votre flux, vous devez soit augmenter le coefficient de diffusion du soluté dans la membrane. Vous pouvez aussi donc jouer sur la différence de concentration de part et d'autre de la membrane. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gradient de concentration est maintenu, eh ben, il y a libération du principe actif. Donc le moteur de la libération, c'est le gradient de concentration. Maintenant, si vous voulez réduire la libération, donc le flux, qu'est-ce qu'on fait? On peut augmenter l'épaisseur de la membrane, ou bien diminuer le coefficient de diffusibilité, ou bien diminuer le gradient de concentration. S'il vous plaît, si vous jouez trop sur l'épaisseur de la membrane, c'est-à-dire que si vous diminuez, si vous essayez de diminuer trop l'épaisseur de la membrane polymérique pour augmenter le flux, le problème c'est qui va se poser, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait déchirure, c'est-à-dire que déchirure de votre membrane, et s'il y a déchirure de la membrane, euh, pourquoi déchirure? Parce qu'elle ne résistera plus aux différentes manipulations ou à l'administration. Euh, et donc, on va se retrouver avec une libération importante du principe actif et on peut se retrouver avec une intoxication. Donc, facilement, avec une intoxication, s'il y a intoxication, vous êtes dans l'obligation de passer par la structure hospitalière pour faire un lavage gastrique. Pour faire un lavage gastrique, euh, si ça nécessite uniquement un lavage gastrique, hein, les conséquences pourront être plus dramatiques que ça. Maintenant, donc après, s'il vous plaît, après intégration, on pourra faire intervenir aussi la surface. Et après intégration, euh, au niveau de la formule qui est tout à fait en bas, donc la, la quantité donc de médicaments en fonction bien sûr du temps, la quantité libérée de principe actif en fonction du temps, elle sera fonction de quoi? Elle est directement proportionnelle au coefficient de diffusibilité du principe actif, elle est directement proportionnelle à la surface totale du comprimé, parce que plus la surface de votre comprimé sera importante, bah, plus la quantité qui va être libérée le sera aussi.
elle est directement proportionnelle au coefficient de diffusibilité, au coefficient de partage de votre principe actif, donc coefficient de partage. Elle est directement proportionnelle à la différence de concentration de part et d'autre de la membrane. Ah ben, elle est fonction aussi du temps, la quantité qui va se retrouver au niveau du sang, donc elle est fonction du temps. Et enfin, elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur de votre comprimé. Et donc, ce modèle mathématique, pourquoi on étudie donc ces modèles mathématiques? Mais tout simplement, c'est pour pouvoir concevoir donc des systèmes polymériques à libération contrôlée qui nous libèrent une dose de principe actif en fonction du temps et selon nos désirs, selon nos besoins, selon nos besoins. Donc la quantité de principe actif libérée au bout d'un temps t, elle est proportionnelle, je le redis encore une fois, elle est proportionnelle au coefficient de diffusibilité, elle est proportionnelle à la surface de la de votre système, la surface totale donc de votre système, ou bien de votre membrane polymérique. Elle est directement proportionnelle au coefficient de partage. Elle est proportionnelle aussi, directement proportionnelle donc à la différence de concentration donc de part et d'autre de la membrane, et inversement proportionnelle bien sûr à l'épaisseur de la membrane. Et donc à partir de là, vous pourrez soit augmenter, soit diminuer donc la vitesse de libération du principe actif hors de votre système polymérique. Maintenant, avec une valeur de delta C, maintenue constante, c'est-à-dire que si vous maintenez le gradient de concentration constant, donc la valeur du flux reste constante et on peut obtenir une cinétique de libération d'ordre zéro, une cinétique de libération du principe actif d'ordre zéro. C'est-à-dire que la libération du principe actif va se faire de façon constante dans le temps. Donc cette condition, elle est réalisable si on introduit un taux élevé en principe actif à l'intérieur du réservoir, sous forme bien sûr solide, Donc cette condition est réalisable si on introduit un taux élevé en principe actif à l'intérieur du système réservoir sous forme solide, de telle sorte que sa charge soit toujours supérieure à la concentration limite de saturation dans le milieu extérieur. Parce que, s'il vous plaît, le problème qui peut survenir, c'est que lorsqu'il y a une libération du principe actif, la concentration en principe actif au niveau interne, elle va commencer à s'épuiser. Maintenant, si la concentration dans le milieu externe, elle devient égale ou supérieure à celle dans le milieu interne, la vitesse de libération du principe actif, elle va tout simplement diminuer. Et c'est pour ça on dit qu'avec une valeur de delta C, avec un gradient de concentration maintenu constant, la valeur du flux, elle va rester constante et on peut obtenir une cinétique de libération d'ordre zéro. Avec ces systèmes, bien sûr, avec ces systèmes réservoirs. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien. Parce que des fois, j'ai tendance à m'oublier. Merci. Donc, deuxième type de système, le deuxième type de système à diffusion contrôlée. Donc, premier type de système, c'est les systèmes réservoirs. Le deuxième type de système, ce sont les systèmes matriciels. Et donc, dans les systèmes matriciels, le principe actif est réparti uniformément dans un polymère solide. Le principe actif est réparti uniformément dans un polymère solide. Le solvant d'élution pénétrant dans le système, lorsqu'il y a pénétration, lorsqu'on va absorber donc, ce
ce médicament-là, donc le système d'élution, c'est-à-dire que le milieu stomacal, donc le liquide stomacal, lorsqu'il va pénétrer dans le système, il va dissoudre progressivement la substance médicamenteuse qui va alors diffuser vers l'extérieur, soit par le réseau poreux, soit à travers les espaces intermoléculaires. Donc avec ces systèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces systèmes-là, ces systèmes matriciels, ils sont différents des systèmes réservoirs. Ils sont différents. Mais imaginez qu'on veut fabriquer un comprimé sous forme de matrice. Sous forme de matrice. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un comprimé sous forme de matrice. Donc nous avons besoin d'un principe actif. Donc pour fabriquer un médicament, on utilise toujours un principe actif. Donc vous avez votre principe actif, on va utiliser une grande quantité de principe actif, une quantité qui va nous permettre donc de protéger le malade par une action thérapeutique constante du médicament sur une longue période. On a dit que le malade ne va plus absorber une dose à intervalle de temps régulier, donc plusieurs doses à intervalle de temps régulier, mais il va absorber, supposons, si c'est des comprimés, il va absorber un comprimé, voire deux au maximum par jour, voire deux au maximum par jour. Et c'est ce comprimé ou bien ces deux comprimés, ils vont permettre donc de protéger notre malade, ils vont nous permettre donc une concentration, le maintien de la concentration sanguine entre la zone d'efficacité et la zone de toxicité sur une période qui peut aller de 12 heures jusqu'à 24 heures. Ça, c'est lorsqu'on utilise la voie orale. Pour les autres voies, on peut aller jusqu'à quelques années. Pour les autres voies, on peut aller jusqu'à quelques années. Et donc, on va rester toujours dans le cadre du comprimé. On peut fabriquer une matrice sous forme de comprimé. Donc, on a besoin de principes actifs. Donc, le principe actif, on va l'utiliser en grande quantité. Donc, vous prenez votre principe actif, on va lui rajouter des excipients. Donc, parmi les excipients qu'on va utiliser, comme tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la matrice, on va rajouter un diluant, on peut rajouter des diluants, on peut rajouter des lubrifiants, on peut rajouter des liants. Le seul excipient qu'on ne pourra pas utiliser, lequel? Quel excipient on ne peut pas utiliser? J'attends une réponse. Donc, pour fabriquer votre comprimé, on, on peut utiliser. Est-ce que vous avez une réponse? Oui ou non? Personne ne répond. Non, pas de réponse. Désintégrant, oui, pas intégrant. Hein. Ben Amor, kautar. Ah, kautar. Donc, des intégrants, oui. Donc, on ne peut pas utiliser de désintégrant. On ne peut pas utiliser de désintégrant. Pourquoi? Parce que si vous utilisez le désintégrant, donc quel est l'objectif d'utilisation d'un désintégrant? Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de permettre la désintégration et la désagrégation du comprimé. Donc, si vous l'utilisez, votre comprimé il va augmenter de volume. Ensuite, il va éclater. En éclatant, il va vous restituer donc votre principe actif. Votre principe actif euh, à l'état original. Roslan, oui, rupture de la membrane dans le cas d'une matrice, dans le cas d'un réservoir, pas dans le cas d'une matrice. Pas dans le cas d'une matrice. Donc, le seul excipient qu'on ne peut pas utiliser, c'est le désintégrant. Donc, pour fabriquer votre matrice, c'est simple. Vous prenez votre principe actif, vous rajoutez le diluant, vous rajoutez un diluant. Comme on peut ne pas utiliser de liant, parce que vous allez utiliser une grande quantité on peut utiliser une grande quantité de polymère. Et que le polymère qui va être utilisé, il peut jouer le rôle de liant. Il peut jouer le rôle de liant. Oui, le désintégrant, il provoque, bien sûr, il provoque la désintégration. Non, oui, le désintégrant provoque la désintégration d'un système réservoir, mais dans la matrice aussi, dans la matrice aussi. Donc, vous allez prendre votre principe actif, vous allez lui rajouter donc euh, un diluant, on peut rajouter un liant, un lubrifiant, mais on va rajouter le polymère. Et donc, notre polymère, il va, on, va le, euh, on va le mélanger, le polymère, on va le mélanger avec nos excipients, avec notre principe actif. Et donc, le principe actif, il va se répartir de façon uniforme au niveau de notre polymère. On va se retrouver avec une poudre
ou bien avec un granulé, si on a réalisé une opération supposant de granulation. Donc, soit la poudre, si c'est une compression supposant directe, ou bien un granulé. Et que cette poudre ou ce granulé, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le comprimer directement. On va le comprimer. Donc, le principe actif, il est mélangé de façon uniforme, de façon uniforme dans le polymère. C'est pour ça que je vous ai dit que dans les systèmes matriciels, le principe actif est réparti uniformément dans un polymère solide. Le solvant maintenant dilution, lorsqu'on va absorber matrice, notre matrice, le solvant, lorsqu'il y a pénétration du solvant en dilution, lorsqu'il y a pénétration du liquide stomacal à l'intérieur du comprimé, à l'intérieur de votre matrice, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il y a pénétration, il y aura dissolution du principe actif, il y aura diffusion, bien sûr, de ce principe actif-là, diffusion du principe actif vers l'extérieur. Donc, il y a pénétration dans le système, dissolution donc progressive de la substance médicamenteuse ou bien du principe actif, qui va alors bien sûr diffuser vers l'extérieur, soit à travers le réseau poreux, soit à travers les espaces intermoléculaires qui sont laissés par les grosses molécules. Parce qu'il ne faut pas oublier que le principe actif, que les polymères, ce sont des grosses molécules. Ce sont des grosses molécules. Donc maintenant, le facteur limitant la vitesse de libération du principe actif, c'est toujours la diffusion du principe actif à travers le polymère. Et donc, c'est le polymère que vous avez utilisé qui va contrôler la libération de votre principe actif hors de sa forme pharmaceutique. Maintenant, la question qui va, que je vous pose, quel type de polymère on peut utiliser pour fabriquer des systèmes matriciels? Quel type de polymères pourront être utilisés pour fabriquer des systèmes matriciels? Donc, Wafa, vous me dites hydrophile. J'attends plus de réponses, s'il vous plaît. Hydrophobe. Khouloud, donc hydrophobe. Hydrophile, Nesrine. L'HPMC, donc hydrophile. L'HPMC, je vous ai donné. L'HPMC, Nesrine, c'est un polymère hydrophile. Donc mais il y a une panoplie de polymères hydrophiles. Je vous ai uniquement donné un exemple. Un exemple, c'est l'HPMC, donc hydroxypropyl méthylcellulose. Donc, s'il vous plaît, avec les systèmes, matriciels, on peut utiliser soit des polymères hydrophiles, soit des polymères hydrophobes, soit des polymères biodégradables. On peut utiliser les trois types de polymères, donc les hydrophiles, les hydrophobes et les biodégradables. Les trois peuvent être utilisés pour fabriquer des matrices. Les trois, on peut utiliser les trois pour fabriquer des matrices. Donc, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Tout simplement parce que le principe actif, il est mélangé de façon uniforme au niveau de votre polymère. Roselane, puisqu'il y a un solvant pénétrant donc hydrophile, pas spécialement, pas spécialement. Même l'hydrophobe peut être utilisé, même le biodégradable peut être utilisé. Si vous utilisez un polymère biodégradable, un polymère hydrophobe, qu'est-ce qui va se passer? Le principe actif, il va pénétrer à l'intérieur de votre matrice à travers soit les pores, soit à travers euh, les espaces intermoléculaires qui sont laissés par les grosses molécules de polymères. Et donc, en pénétrant à l'intérieur de la matrice, le liquide, il va dissoudre le principe actif. Ce principe actif-là pourra diffuser à travers votre matrice. La question qui va se poser, c'est en combien de temps donc la quantité peut passer. Ici, tout va dépendre bien sûr des excipients que vous avez utilisés et du polymère que vous avez utilisé, sa concentration, etc. Maintenant, imaginez s'il vous plaît qu'on on veut fabriquer une matrice hydrophobe. Allez, on va fabriquer une matrice hydrophobe. On fabrique une matrice hydrophobe. Et donc, pour fabriquer une matrice hydrophobe, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez fabriquer une matrice hydrophobe?
quel type de polymère vous allez utiliser pour fabriquer une matrice hydrophobe, hein? Vous allez utiliser un polymère hydrophobe, tout simplement. Et bien, si on utilise une matrice, on peut fabriquer une matrice hydrophile, on va utiliser un polymère hydrophile. Et si c'est une matrice biodégradable, donc le polymère sera biodégradable, tout simplement. Et donc, pour fabriquer une matrice hydrophobe, on va utiliser un polymère hydro, on va utiliser un polymère hydrophobe, tout simplement. Et donc, pour fabriquer votre matrice hydrophobe, vous allez utiliser un principe actif. Donc, vous allez le mélanger uniformément dans le polymère, mais dans lequel vous allez aussi utiliser, dans cette étape de fabrication, vous allez aussi utiliser des polymères, des excipients. Parmi les excipients, vous pouvez utiliser des excipients, des diluants. Des diluants. Et lorsque vous utilisez des diluants, lorsqu'on utilise des diluants, on peut utiliser des diluants hydrophiles comme on peut utiliser des diluants hydrophobes. À titre d'exemple, là, vous utilisez du lactose comme diluant. Donc, le lactose, il est hydrophile ou hydrophobe? Le lactose, il est hydrophile ou hydrophobe? Hydrophile. Le lactose, hydrophile, oui. Le lactose, il est hydrophile. Donc, si vous utilisez un diluant donc, hydrophile, on peut utiliser aussi un diluant hydrophobe tel que le phosphate dicalcique qui est hydrophobe. Et donc, si vous utilisez un diluant hydrophile, un diluant hydrophile, dans le cas de la fabrication de de votre matrice hydrophobe, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a pénétration du liquide à l'intérieur de la matrice, le liquide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre l'excipient. Il va commencer par dissoudre l'excipient hydrophile de la surface de la matrice vers l'intérieur. Bien sûr, il va dissoudre aussi le principe actif. Mais lorsqu'il y a dissolution de l'excipient hydrophile, qu'est-ce qui va se passer? ça, ça, va se, ça va se traduire par une porosité de plus en plus importante, parce que la dissolution de l'excipient hydrophile, elle va laisser quoi? Elle va laisser des pores. Et donc le principe actif, il pourra diffuser à travers ces pores. Donc la porosité va augmenter. Lorsque la porosité augmente, la vitesse de libération du principe actif, est-ce qu'elle va augmenter ou elle va diminuer? Réfléchissez un peu et répondez-moi. Elle va augmenter, Roselyne, oui. Et effectivement, elle va augmenter. Donc, lorsqu'il y a augmentation de la porosité, la vitesse de diffusion et donc de libération du principe actif, elle va augmenter. Maintenant, si vous utilisez un excipient hydrophobe, tel que le phosphate dicalcique, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas oublier que votre matrice est une matrice hydrophobe et que la matrice hydrophobe, quelle est sa particularité? Quelle est la particularité de la matrice hydrophobe? On va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une mauvaise mouillabilité. Il y a la mauvaise mouillabilité lorsque vous allez avaler votre comprimé. Et l'utilisation de votre excipient hydrophobe ne va rien arranger. Et donc, si vous utilisez une matrice, vous voulez fabriquer une matrice hydrophobe, vous allez utiliser un excipient hydrophobe, réellement, est-ce que vous allez euh, augmenter la vitesse de libération ou bien vous allez diminuer la vitesse de libération du principe actif, sachant que, sachant que cette mauvaise moyabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va freiner la vitesse de diffusion du liquide à l'intérieur du comprimé. Et donc, lorsqu'il y a diminution de la vitesse de pénétration du liquide à l'intérieur du comprimé, donc il y aura diminution de la vitesse de dissolution et diminution de la vitesse de libération du principe actif. Et donc, effectivement, la vitesse de libération, elle va diminuer. Maintenant, on peut utiliser les deux excipients. On peut utiliser les deux excipients pour moduler la libération du principe actif. Pour moduler la libération du principe actif et la moduler en fonction de ce qu'on veut réellement, de ce qu'on veut. Bien sûr, la quantité ou bien les quantités d'un ou des deux produits que vous allez, supposons, utiliser, et bien sûr la concentration en polymère, parce que la concentration en polymère aussi peut freiner la libération du principe actif, plus la concentration en polymère elle est importante, et on va se retrouver avec une diminution de la vitesse de libération.
plus la concentration est faible, plus la vitesse de libération sera plus importante, plus importante. Donc, on peut jouer avec ces excipients-là pour contrôler et moduler la libération du principe actif. Il ne faut pas oublier que le polymère, il coûte plus cher que les autres excipients. Et on peut chercher une valeur optimale qui nous permettra, bien sûr, une valeur optimale entre 2-3 excipients qui nous permettra de répondre donc à notre problématique, mais en minimisant le coût de la préparation. En minimisant le coût de la préparation. Ça, c'est lorsqu'on parle de polymère et lorsqu'on parle de matrices hydrophobes. Bien sûr, avec les matrices hydrophiles, on va utiliser un polymère hydrophile tel que l'HPMC. Et lorsqu'on va avaler notre comprimé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une gélification pratiquement, il y aura gélification de votre comprimé. Il va augmenter un peu de volume, un petit peu de volume, et il y aura une gélification. Et donc, pour qu'il y ait diffusion du principe actif, donc le principe actif, il va diffuser à travers ce gel, Donc, plus la quantité de polymère, elle est importante, et plus donc la vitesse de libération sera ralentie. Si vous voulez diminuer la vitesse de libération, donc vous allez diminuer la concentration en polymère. Bien sûr, il y a une valeur optimale, à ne pas dépasser. Il y a une valeur optimale à ne pas dépasser dans les deux sens, hein, dans le cas de l'augmentation, de la diminution de la vitesse de libération. Mais quel que soit c'est c'est la concentration de votre polymère qui va contrôler la libération du principe actif. Roselyne, concernant les désintégrants, on ne peut les utiliser dans toutes les formes à libération contrôlée. Oui, les désintégrants, si vous utilisez un désintégrant, généralement, ils ne voient leur utilité que pour la voie orale. Maintenant, si vous utilisez des désintégrants dans les systèmes à libération contrôlée qui sont destinés donc à la voie orale, le problème qui va se poser, c'est qu'on va se retrouver avec une désintégration du principe actif. Lorsqu'il y a une désintégration de la forme pharmaceutique, lorsqu'on se retrouve avec une désintégration de la forme pharmaceutique, référez-vous donc aux inconvénients des formes à libération contrôlée qu'on a énumérées donc précédemment. Et donc, on a dit que si la forme doit rester entière tout au long de la libération du principe actif. Si la forme pharmaceutique, elle est écrasée, elle est mastiquée, bien qu'elle n'est pas avalée entière, le problème qui va se poser, c'est que le principe actif, il va être libéré de façon accrue. Et comme on a incorporé une grande quantité dans le système, cette grande quantité qui permettra donc de libérer le contenu sur une longue période. Donc, on va vite dépasser la zone de toxicité. La zone de toxicité. Et à partir de là, s'il vous plaît, j'ai une question donc, à vous poser. Donc, réfléchissez un peu. Lorsqu'on fabrique des comprimés, que ce soit sous forme de matrice ou de réservoir, vous savez très bien que le comprimé, on peut l'avaler en entier. On peut fabriquer aussi des comprimés qui peuvent être bisécables, voire quadrisécables. Donc, les comprimés peuvent être non sécables. Donc, le comprimé peut être non sécable, comme il peut être bisécable ou quadrisécable. La question qui se pose, cette notion de sécabilité, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cas des systèmes réservoirs ou bien dans le cas des systèmes matriciels? Dans quel cas on peut utiliser cette notion de sécabilité? Dans les cas du système matriciel, réservoir, ou les deux à la fois? Ou bien on ne peut pas les utiliser pour les deux à la fois? J'attends une réponse. Matriciel, réservoir ou... Donc d'accord. Wafa, vous me dites matriciel. Iman, vous me dites matriciel. Est-ce qu'il y a ceux qui vont choisir réservoir? Matriciel, donc Tani Khouloud. Donc les trois, c'est matriciel. Donc matriciel.
D'accord. Donc, cette notion de sécabilité, donc la sécabilité, on ne peut le faire que pour les systèmes matriciels, jamais pour les systèmes réservoirs, jamais. Parce qu'un système réservoir, il est entouré par une membrane polymérique, il est entouré par un film, donc par un film. Et si c'est sécable, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rompre ce film-là. S'il y a rupture du film, donc il y aura une libération très importante en principe actif. Et donc s'il y a une libération importante en principe actif, ah, ça va poser problème. Donc on va se retrouver avec une intoxication, dont les conséquences pourront être dramatiques pour le patient. Donc la sécabilité, on ne peut l'avoir que pour les systèmes matriciels. Les systèmes matriciels, pourquoi? Tout simplement parce que le principe actif, il est dispatché, il est distribué de façon uniforme au niveau du polymère. Que le polymère, il est distribué aussi de façon uniforme au niveau de votre comprimé, au niveau de votre système. Est-ce que vous avez compris? Alhamdulillah. Donc, si vous avez des questions, quelles que soient, vous passez au groupe, quel que soit. Donc, ça, c'est les systèmes donc, matriciels. Donc, système matriciel. Donc, j'ai dit que tout, bien le facteur qui limite la vitesse de libération, dans le cas des systèmes matriciels, c'est toujours la diffusion du principe actif à travers le polymère. C'est toujours la diffusion du principe actif à travers le polymère. Bah, s'il vous plaît, je ne vais pas vous donner de modèle mathématique, je ne vais pas tout vous charger. Donc, ça ne sert absolument à rien de vous donner donc les modèles mathématiques. Mais il y a des modèles mathématiques au même titre que celui que je vous ai donné pour les systèmes, pour le système réservoir. Il y a des modèles mathématiques qui traduisent la libération du principe actif à travers donc, les systèmes matriciels et à travers n'importe quel type de système. Et à la connaissance approfondie de ces modèles mathématiques nous permettront donc de mieux concevoir donc, des formes ou des systèmes beaucoup plus à libération contrôlée, donc à libération modulée. Pour des systèmes matriciels, donc il y a une classification donc des systèmes matriciels. Ils peuvent être classés en quatre catégories. Donc il y a les systèmes, le principe actif, donc il peut être dissous, comme il peut être dispersé dans une matrice poreuse, et il peut être dissous ou dispersé dans une matrice non poreuse. Donc principe actif dissous dans une matrice non poreuse. Le principe actif, il peut être dispersé dans une matrice non poreuse. Le principe actif, il peut être dissous dans une matrice poreuse. Et il peut être dispersé dans une matrice poreuse. Donc, il y a les quatre cas de figure. Donc, il y a quatre types de matrices qui peuvent être utilisées. Bien sûr, ces quatre cas, on peut les retrouver pour chaque polymère. C'est-à-dire que vous avez le principe actif, vous avez les matrices hydrophiles, vous avez les matrices hydrophobes et vous avez les matrices biodégradables. Les matrices biodégradables, donc il y a différents types de matrices. Donc, deuxième, s'il vous plaît, deuxième système à diffusion contrôlée. Donc, le premier système, c'était les systèmes à diffusion contrôlée, dans lesquels nous avons vu donc, les systèmes biodégradables et nous avons vu les systèmes matriciels et les systèmes réservoirs. Maintenant, le deuxième type de système, ce sont les systèmes biodégradables. Ce sont les systèmes chimiquement contrôlés. Et dans ces systèmes chimiquement contrôlés, on retrouve donc les systèmes biodégradables. Et donc, ces systèmes-là, ils utilisent la technologie matricielle. Les systèmes biodégradables ne peuvent utiliser que la technologie matricielle. On ne peut pas utiliser la technologie réservoir parce que si on recouvre notre comprimé, à titre d'exemple, par une membrane polymérique biodégradable, bah, il y aura dégradation du polymère et on va se retrouver avec une libération accrue du principe actif, donc une intoxication. Et donc, s'il vous plaît, lorsque vous allez absorber, lorsqu'on va absorber ou on va implanter, supposons, un comprimé biodégradable ou bien un système biodégradable à un patient, ce système-là,
il va s'éroder au cours du temps, libérant au fur et à mesure la substance qu'il renferme. Il va s'éroder donc au cours du temps et en s'érodant, il y aura une érosion donc, du polymère et donc érosion du principe actif. Au niveau du schéma, vous avez au niveau de ce schéma, donc vous avez votre système biodégradable sous forme de matrice. La taille et le volume du comprimé, il était élevé, donc à T0. Après administration, le comprimé, il commence donc à se réduire. À se réduire. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que le temps passe, il y a une érosion donc, du polymère qui se fait en surface. Plus il y a de l'érosion en surface, plus le volume du comprimé va diminuer, tout simplement, puisque le volume il diminue. Donc ça, c'est le deuxième type de système. Donc ce sont les systèmes chimiquement contrôlés. Dans ces systèmes chimiquement contrôlés, on retrouve aussi les systèmes à chaîne greffée. On retrouve les systèmes à chaîne greffée qui sont schématisés donc, sur cette diapo. Donc le principe actif dans ces systèmes-là, il est fixé chimiquement sur un squelette polymérique. Donc le principe actif qui est fixé chimiquement, eh ben, il est libéré par clivage, il pourra être libéré par clivage enzymatique ou hydrolytique lorsque le système-là, il est administré à un patient. Donc lorsque le système il est administré à un patient, on va se retrouver avec un clivage enzymatique ou hydrolytique qui va permettre donc la libération du principe actif. Le squelette polymérique lui-même donc peut être biodégradable ou non. Donc c'est pratiquement c'est des systèmes, c'est un système matriciel qui peut être donc biodégradable ou non biodégradable. Et l'avantage principal de ce système, c'est l'importante proportion de substances médicamenteuses qu'on peut y incorporer. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on peut incorporer jusqu'à 80% du poids du comprimé, supposons, ou du système, en principe actif, jusqu'à 80% en principe actif. Et qui dit jusqu'à 80% en principe actif, cela sous-entend qu'on va utiliser une grande quantité de principes actifs. Et donc, avec ces systèmes-là, on peut libérer une quantité très importante en médicaments. C'est-à-dire on peut les utiliser pendant une longue période, beaucoup plus. Hein. On peut les utiliser pour une longue période, qui peut aller jusqu'à une année, voire plus. Hein, jusqu'à une année, voire plus. Donc, on peut envisager une action thérapeutique à très long terme, mais vraiment à très long terme, avec ces systèmes à chaîne greffée. Pourquoi ça bloque encore? Donc, autre type de système, nous avons les systèmes qui sont activés par pénétration de solvants. Les systèmes activés par pénétration de solvants. Et dans ces systèmes-là, donc les premiers systèmes activés par pénétration de solvants, vous avez les systèmes gonflants et les systèmes à gonflement contrôlé. Donc il y a les systèmes gonflants et les systèmes à gonflement contrôlé. Et ces systèmes-là, ils utilisent aussi donc, la technologie matricielle. Ils utilisent toujours la technologie matricielle. Donc dans ces systèmes, le principe actif, il est dissous ou dispersé dans une matrice polymérique initialement à l'état vitreux. L'état vitreux, c'est un état de la matière. C'est un état de la matière. C'est-à-dire que lorsque le principe actif il est dissous ou dispersé dans un polymère qui se trouve à l'état vitreux, il faut savoir qu'à l'état vitreux, la vitesse de diffusion du principe actif à travers le polymère, elle est relativement nulle. Il n'y a pas de diffusion du principe actif. Donc, dans ces systèmes, donc, le principe actif est dissous ou dispersé dans une matrice polymérique, initialement donc, à l'état vitreux. Et donc, dans cet état-là, aucune diffusion n'est possible, car le coefficient de diffusion donc, du principe actif dans le polymère, il est très, 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 très bas. Il n'y a pas de diffusion du principe actif. Maintenant, imaginez, on va donner ce comprimé, cette matrice-là, ce système-là, donc à un malade. Donc, au fur et à mesure, donc après absorption du comprimé, supposons, au fur et à mesure
au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le système, donc le polymère, qu'est-ce qu'il va faire? Le polymère, il va commencer à gonfler. Donc sa température de transition vitreuse est alors abaissée sous 37 degrés, parce que la température de l'organisme, elle est de l'ordre de 37 degrés. Donc au fur et à mesure que l'eau pénètre, le polymère gonfle, sa température de transition vitreuse est abaissée sous 37 degrés, et on observe alors le passage du polymère, donc il va changer d'état, notre polymère va changer d'état, lorsqu'il y a pénétration du liquide, il va changer d'état, il va passer de l'état vitreux à l'état caoutchoutique. Donc le polymère va changer d'état, il passera de l'état vitreux à l'état caoutchoutique, à partir bien sûr duquel la diffusion du principe actif est alors possible. Et donc avant administration du médicament, avant pénétration du liquide dans le comprimé, l'état du polymère, bien le polymère, il était à l'état vitreux. À l'état vitreux, il n'y a pas de diffusion du principe actif. Le coefficient de diffusibilité, il est très très faible. Maintenant, lorsqu'il y a pénétration du liquide à l'intérieur du comprimé, il y a changement d'état de la matière qui va passer de l'état vitreux vers l'état caoutchoutique, et le principe actif, il pourra diffuser, bien sûr, à travers cet état caoutchoutique. Bien sûr, c'est toujours le polymère qui va contrôler la libération du principe actif hors de sa forme pharmaceutique. Est-ce que vous avez compris? Il est moins 10, il est moins 10, moins 5, il est moins 5. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on va continuer demain, Inch'Allah. Donc demain, on va continuer les formes à libération contrôlée. On va entamer donc la vectorisation du médicament. On va laisser donc la stabilité du médicament. On va la revoir donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je vous dis à demain. Et si vous avez des questions, donc je vais vous ouvrir donc une fenêtre donc sur le groupe. Vous allez poser donc vos questions sur le groupe. Vous m'excusez un peu parce que ces jours-ci, donc l'internet il est très bas. Donc le débit il est très bas. Mais quel que soit, je vous laisserai donc une réponse donc sur la page. Alors, à demain, Inch'Allah.